Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur cet atelier sur le thème « J'ai un projet d'innovation durable. Qui veut être mon financier ?» Alors, moi, je suis entrepreneuse à la base. J'ai monté une enseigne de salle de sport. Et puis, je fais plein de choses. Voilà, je suis bénévole à la CEC, donc vous avez certainement entendu parler ce matin avec Éric Duverger. Et j'accompagne pas mal d'entrepreneurs sur des levées de fonds, sur des investissements. Et je sais à quel point ça peut être difficile quand on ne sait pas vers qui se tourner. Donc aujourd'hui, on a voulu un atelier extrêmement pragmatique avec nos 3 intervenants. Donc on parle d'un projet et on identifie ensemble la personne qui est la plus à même de le financer. Et ils vont nous expliquer pourquoi, en fonction du type de projet et de la maturité du projet, ils sont capables ou pas de les financer. D'accord ? Donc j'aurai 4 questions pour vous seulement et après, la parole est au public. Si vous avez des questions à poser, ce sera à vous de jouer. Donc, je vous présente rapidement. On a Virginie Vitiello avec nous, qui est responsable finance durable pour la Caisse des dépôts, le groupe Caisse des dépôts, qui est donc un groupe multifacette que tu vas nous décrire et qui est dédié au service de l'intérêt général et du développement économique. Merci, bonjour à tous. Nous avons avec nous Anthony Degouve, qui est responsable transition écologique et énergétique au Crédit Coopératif, qui est donc une banque engagée pour un monde plus durable et plus solidaire. Bonjour à tous, j'aurais pas fait mieux. Et Geoffroy Dubus, associé en venture capital, donc capital risque, chez Demeter, acteur majeur du private equity, spécialisé dans la transition énergétique et écologique. Bonjour à tous. Alors, si vous êtes prêts, voici un premier projet que nous aimerions financer. Alors, c'est un projet de start-up, voilà, qui porte un projet d'innovation durable, sur lequel il y aura de la R&D, par exemple, et le projet ne sera rentable que d'ici 5 à 10 ans. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le financer au démarrage et peut-être en phase de développement au bout de 5 à 10 ans? Ça, c'est la première question. Si vous pouvez prendre des exemples concrets, on est très preneurs. Merci. Alors, ce type de projet s'adresse directement à moi, donc il faut venir me voir. Peut-être juste pour repositionner, Demeter, c'est donc un fonds de capital investissement spécialisé dans la transition écologique énergétique. Et en fait, on a trois activités principales. Donc, on ne finance que des sociétés qui sont résolument actives dans la transition écologique énergétique, des sociétés qui sont soit des projets d'infrastructure. Donc ça, c'est une des activités de Demeter en lien avec la transition écologique énergétique, avec typiquement un dernier fonds qui est dans le domaine de l'efficience énergétique, projet d'infrastructure. Ensuite, on a une activité private equity, donc des sociétés qui sont plus établies, qui sont déjà rentables sur ces thématiques, et puis la partie capital risque. Et la partie capital risque, on va s'intéresser donc aux sociétés qui sont très jeunes, innovantes. Donc, sur ce type de thématique, en fait, on intervient très très tôt. On a des fonds qui sont des fonds d'amorçage. Donc, on intervient au niveau du CID. La société a été créée, ça peut être il y a quelques mois, et doit être en lien avec ces thématiques de la transition écologique énergétique. Alors pour nous, les sujets, c'est tout ce qui touche l'énergie renouvelable, l'efficience énergétique, la mobilité propre, la ville durable, et puis l'agriculture et l'alimentation, avec également tout ce qui touche la circularité, et donc l'économie circulaire. Alors, un exemple de société qu'on a comme ça identifié, alors, qui est une société technologique incubée au sein d'Agoranov, et qui travaillait sur des nouvelles approches de reforestation et donc de reconstitution d'écosystèmes. C'est une société qui a développé une technologie assez unique pour pouvoir en fait planter et en fait semer et reconstituer un écosystème végétal, plus particulièrement sur les zones donc tropicales, subtropicales, et qui permet en fait de reconstituer ces écosystèmes de manière beaucoup plus rapide et de façon beaucoup moins coûteuse que les approches traditionnelles. Donc c'est une société qui s'appelle Morpho.
on est intervenu, donc ils avaient un besoin de financement global d'environ 3 millions d'euros, donc c'est déjà un besoin qui est pas neutre. Et on a structuré un tour avec des partenaires financiers qui se sont joints dans le cadre d'une syndication pour pouvoir les accompagner. Voilà. Et donc on a fait ça il y a à peu près il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, et la société est dans une très très belle courbe de développement. Merci. Est-ce que vous voulez compléter? Alors, je peux compléter. Peut-être qu'avant d'aller sur des exemples, préciser le groupe Caisse des dépôts, qui on est, parce qu'on a quand même dans le code monétaire et financier qui définit l'objectif de la Caisse des dépôts, le code monétaire et financier précise que la Caisse des dépôts est un investisseur de long terme, donc ça c'est important quand on veut développer des projets risqués, et contribue dans le respect de ses intérêts patrimoniaux au développement des entreprises. Donc ça c'est dans le code monétaire qui définit la Caisse des dépôts. Et donc on a plusieurs métiers au sein de la Caisse des dépôts pour pouvoir y répondre. Donc on a la gestion d'actifs qui gère tous les actifs qui investit sur les marchés, par exemple. Donc on a près de 354 milliards d'euros investis. On a la Banque des territoires qui investit dans les territoires, donc aux côtés des collectivités territoriales. On a la gestion des participations stratégiques qui investit dans des entreprises stratégiques. Donc vous connaissez BPI France ou bien le groupe La Poste. Et d'autres entreprises plus petites. On a 28 participations stratégiques au total. Et donc, par exemple, on a aussi on investit quand c'est en lien avec notre stratégie durable. Parce que, donc moi, je représente plutôt la stratégie durable du groupe. Eh bien, on peut aussi investir en early, en VC. Donc, on a investi d'ailleurs ensemble sur un projet innovant en région lyonnaise sur une modification des intrants chimiques, enfin, on parlera mieux que moi, pour réduire en fait les pesticides. Et donc notre stratégie durable, elle est aussi basée de plus en plus sur les limites planétaires, donc la théorie du donut de Kate Raworth, et ça c'est quand même innovant. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui placent leur stratégie durable dans ces limites. Et donc notre but, c'est à la fois répondre aux politiques publiques avec une forte valeur ajoutée et minimiser nos risques et nos impacts négatifs, et aussi avoir de plus en plus un impact positif, notamment sur l'environnement. Voilà, donc en VC, on peut intervenir. C'est pas le cœur de métier de la Caisse des dépôts, parce qu'on c'est quand même plus sur des grosses infrastructures, le soutien en fait aux politiques publiques et donc France Nation Verte. Mais voilà, pour des projets innovants, ça arrive. Merci. Anthony? Donc, côté crédit coopératif, la partie VC, c'est un peu tôt pour nous. Parce qu'en fait, tout simplement, crédit coopératif, on a 130 ans d'existence, banque historique de l'économie sociale et solidaire, et on finance et on soutient et on accompagne depuis très longtemps les acteurs de l'environnement. Et on essaie aussi d'accompagner la transition écologique de nos acteurs historiques de l'économie sociale et solidaire. Allez sur Internet, vous trouverez plein d'éléments sur ce qu'on est et ce qu'on fait et comment on voit les choses. Du coup, nous, en tant que banque, partie VC, c'est un peu tôt parce que, en tant que banque, on a des ressources de nos clients sur lesquelles on a très peu d'appétence au risque. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, il faut être en capacité aussi de refermer. C'est le rôle d'une banque de pouvoir aussi refournir ces ressources-là. Donc, les prises de risque qu'on pourra faire en face, ce ne sera pas du coup de la dette bancaire, donc ça ne se fera pas auprès des acteurs qui sont encore très jeunes. Par contre, comme je vous l'ai dit, on a 130 ans d'existence, donc dans les territoires, on connaît bien ces territoires, on sait avec qui on travaille, et on est en capacité, quand on reçoit, ça arrive tous les jours, un porteur de projet, on est en capacité de le mettre en relation avec des structures qui peuvent l'accompagner.
Est-ce qu'il a besoin de structurer un peu son projet, de faire un modèle économique, un business plan? Eh bien, on travaille assez étroitement avec des France Active, des boutiques de gestion, Réseau Entreprendre. Est-ce qu'il a besoin de quelques milliers d'euros de capital, donc vraiment une toute petite partie VC pour l'accompagner? Donc on est en lien avec par exemple des Cigales, ou on aura aussi des liens avec France Active par exemple. Donc voilà, essayer justement de faire se concrétiser ce projet du client, et après quand on arrive sur des montants un peu plus élevés, effectivement on est en relation avec des BPI, des Déméter et des caisses des dépôts, banques des territoires, etc. Donc voilà. Et l'autre apport aussi d'une banque, c'est comme je vous dis, comme elle est quand même très présente sur son territoire, enfin c'est ce qu'on essaie d'avoir au crédit coopératif, c'est aussi de développer le business commercial, c'est de mettre en relation avec éventuellement des potentiels fournisseurs et clients de cette structure-là, qui est naissante. Voilà. Donc essayer d'aider les alentours, même si on ne peut pas aider directement sur la levée de fonds en equity, parce qu'à ce stade-là, c'est l'equity. D'accord. Donc tu n'es pas sur de l'investissement direct, mais tu es sur un soutien général à l'activité qui est lancée. OK. Et est-ce que tu pourrais, Geoffroy, nous donner un petit peu des éléments de quantum, c'est-à-dire quels sont les montants que vous investissez, les boîtes que vous ciblez, et de la même façon pour la Caisse des dépôts, quels sont les montants que vous investissez dans la transition? Je pense que c'est important de le dire peut-être en introduction. Ouais. Donc, alors, ça clarifie aussi un peu les positionnements des trois activités dont j'ai parlé. Donc, sur la partie infra, on investit entre 2 et 30 millions, pas sur les projets. Donc, ça vous... Sur la partie private equity, on est entre 5 et 30 millions. Et puis sur la partie venture, donc typiquement le premier ticket, ça va être un premier investissement va être compris entre 1 et 4 millions. Et on va pouvoir monter jusqu'à 15 millions par société. Voilà. Okay. Merci. Alors, pour la Caisse des dépôts, en fait, en 2020, on s'est fixé l'objectif de financer 60 milliards d'euros en faveur de la transformation écologique entre 2020 et 2024. Et finalement, on a financé 80 milliards d'euros entre 2020 et 2024. Donc, quand on parle de transformation écologique, c'est essentiellement dans nos secteurs d'activité, donc qui est lié à la consommation d'énergie dans les bâtiments, les mobilités durables, par exemple les bornes de recharge, les véhicules à basse émission pour les entreprises et les collectivités, et également la biodiversité. Avec, donc, quand on parle de biodiversité, c'est assez large aujourd'hui, mais demain, ça sera beaucoup plus précis. Donc l'eau, l'assainissement de l'eau, le traitement des déchets, la lutte contre l'artificialisation des sols, et également on soutient la décarbonation de l'industrie, notamment dans le domaine des green tech. Et donc on va poursuivre cet effort, parce qu'on s'est engagé maintenant sur 100 milliards d'euros à déployer sur les 5 ans à venir. Et ça, c'est vraiment un marqueur fort de notre stratégie. Voilà, donc on essaye d'allouer de plus en plus de poches sur l'adaptation au réchauffement climatique, sur l'économie circulaire et de plus en plus également sur l'agriculture. Voilà. Merci. Donc, en résumé, si j'ai un projet de venture capital, je me tourne en priorité vers un fonds de private equity comme Déméter, même si à la CDC vous en faites un petit peu. Et dans un second temps, on va en parler plus spécifiquement vers une banque comme le Crédit Coopératif. D'accord ? Le deuxième cas qu'on aimerait évoquer avec vous, c'est le cas d'une PME ETI qui est déjà bien implantée pour le coup, qui a une activité qui n'est pas forcément durable, mais qui décide de faire de la recherche et développement dans le domaine de l'innovation durable et qui donc est rentable et qui recherche des fonds pour financer cette activité. Donc là, dans ce cas-là, qui est en mesure de financer cette activité connexe qui est durable a priori, mais qui est quand même basée sur de la R&D dans une entreprise qui est mature? Avant de passer à ce deuxième cas, dans votre premier cas, il y avait un point intéressant qui n'était pas rentable pendant 8 ans. Je n'ai pas tellement entendu sur ce sujet. Comment vous accueillez favorablement ce type de business plan? Il n'y a pas de plus avant 8 ans. Alors, les projets que l'on finance sont des projets qui sont donc innovants. Donc, qui sont résolument engagés dans le sens où ils
répondent à la stratégie des fonds que l'on gère autour de la transition écologique et énergétique. Donc on va regarder l'intentionnalité en fait, de la société dans sa stratégie durable. Donc ça, c'est un point important. Mais après, on va regarder aussi le potentiel de développement. Alors c'est vrai que sur 8 ans, ça nous arrive d'avoir des sociétés qui ne sont pas rentables pendant 8 ans. Notre positionnement en capital risque, c'est des sociétés qui perdent de l'argent pendant plusieurs années. Voilà. Après, il faut qu'il y ait un moment, un élément qui soit catalyseur de création de valeur. Et cette création de valeur, elle est, d'un point de vue financier, liée à la rentabilité, mais pas uniquement. Il peut y avoir une valeur stratégique. Et c'est tout le travail sur lequel on peut travailler, enfin on peut réfléchir. Et la manière dont on travaille, je dirais dans 90% des cas des sociétés qu'on accompagne, en fait, on va travailler sur le fait que cette société a une différence et qu'elle a de la valeur pour certains dans le futur. Et c'est un des gros éléments de travail sur lequel on va s'atteler. N'hésitez pas si vous avez des questions brûlantes. Hein. Une question brûlante. On a un fonds spécialisé sur la thématique, donc qui s'appelle le fonds d'amorçage industriel métropolitain. Donc c'est un fonds qui est territorial sur la zone en fait, Lyon-Saint-Étienne et qui ne se positionne que sur des projets industriels ayant vocation à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à rendre en fait, l'industrie plus verte, moins consommatrice d'énergie, moins polluante. Et c'est un fonds dans lequel en fait, la Caisse des dépôts, donc Banque des territoires, est aussi partenaire. Et il y a une volonté finalement de contribuer à la transition des énergies traditionnelles vers des activités traditionnelles, vers des activités qui sont beaucoup plus vertes, beaucoup plus durables. Alors sur ce fonds-là, oui, il faut qu'il y ait un lien territorial. Je rajouterais que ça fait partie de la stratégie de la Caisse des dépôts de participer à la stratégie nationale de réindustrialisation de la France, donc de la souveraineté nationale. Et donc, nous, on finance des industries de plus en plus. Voilà. Et notamment en lien avec notre stratégie de transformation écologique. S'il y a d'autres questions sur la partie venture, démarrage. Oui. J'en ai une. Du coup, chez Demeter, quand vous financez comme ça un projet, est-ce que c'est par le biais d'un apport en capital, une prise de participation? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est du compte courant? Non, c'est une question essentielle parce que c'est notre métier. En fait, on intervient en capital. Voilà, c'est ça. C'est notre seule façon d'intervenir. On peut faire des montages avec des obligations convertibles, mais in fine, c'est toujours un lien avec le capital, en fait. On ne finance pas un projet, on finance une entreprise. D'autres questions sur la partie venture? Ah, ça suscite des questions. Bonjour, c'était simplement sur les formes juridiques que vous financez, et en particulier les formes ESS, notamment les SIC. Comment est-ce que vous intervenez et est-ce que vous y intervenez? Ouais, alors ça c'est vrai qu'on travaille surtout sur des formes juridiques traditionnelles. Enfin, je dirais, on travaille beaucoup en SAS en fait aujourd'hui. Cela dit, on ouvre un petit peu les possibilités. On a fait des sociétés un peu différentes. Donc voilà, on progresse sur le sujet. Il y a des outils qui existent sur le monde coopératif, pour le coup, avec qui on travaille beaucoup, que ce soit Sophiscope ou
qui fait des SIC, d'ailleurs, Scope et SIC. Et Sfingestion aussi, notamment, qui peut accompagner des projets sous format coopératif. Donc plutôt en prêt participatif, parce qu'on sera moins sur des logiques de capital, mais c'est... voilà. Ouais, et je compléterai, pardon. Également, on a une équipe à la Banque des Territoires au niveau de la direction de l'investissement, donc au siège à Paris, qui investit dans l'économie sociale et solidaire. Donc, on a investi dans des tiers-lieux, notamment. Nous, on est très souvent associés à d'autres investisseurs. Alors, je ne peux pas vous dire sur les business angels. Peut-être, mais ça, je n'en sais pas ma connaissance en tout cas. Mais moi, j'ai plus l'habitude de voir, parce que je participe au comité d'investissement, de voir des entreprises, des banques en fait, comme Crédit Coopératif ou Demeter ou autres avec nous. Alors nous, on travaille avec beaucoup de business angels. Quand on intervient sur des sociétés qui sont très jeunes, c'est souvent notre volonté, nous, enfin, on se positionne en lead ou co-lead, donc ça veut dire qu'effectivement, comme vous le dites, on structure les opérations, enfin le tour de financement, et notre volonté, c'est de créer un tour de table qui soit qui fasse le plus de sens en fonction de la société, son projet, sa stratégie. Voilà. Oui, bonjour, j'avais une question concernant les types de projets. On a beaucoup parlé de tout ce qui est innovation et de type industriel, venture, etc. Est-ce que vous faites aussi de la culture ou de la production pour éveiller les consciences? Alors chez Demeter, non. Alors nous, on est sur la partie capital risque, on est innovation. Et innovation, on a plutôt une ADN assez tech. Donc on s'intéresse aux projets où il y a une innovation technologique. Il peut y avoir une innovation en termes de services. Donc c'est aussi des sujets qui nous intéressent, mais il va y avoir un lien avec, par exemple, le digital, ou un lien avec de la chimie ou avec de la biologie. Donc on va retrouver des éléments technologiques dessus. Alors moi, je trouve que c'est une excellente question. C'est ce que j'aimerais développer, moi. J'ai participé à la Convention des entreprises pour le climat. Je sais pas si, donc je pense que vous avez vu ce que c'était. Donc en tant que climate champion du groupe Caisse des dépôts. Et ce que j'en ressors, c'est vraiment un besoin de créer des écosystèmes. Et on a besoin pour ça de regarder ce qui crée ces écosystèmes-là, cette coopération. Donc ça n'existe pas encore, mais voilà, ça fait partie des objectifs de la politique durable. Merci. Si vous n'avez plus de questions sur l'amorçage, je propose de donner la parole peut-être à Anthony sur une double question, comme le temps passe. Je repose ma question de tout à l'heure sur une PME bien établie qui cherche à développer une nouvelle activité durable, mais aussi une PME qui va être confrontée à un sujet de résilience et qui va chercher des financements pour aller, par exemple, améliorer la performance énergétique d'un entrepôt ou d'un bâtiment quelconque, ou bien qui va vouloir créer une boucle d'eau fermée pour lutter contre des risques de rupture d'eau sur des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de production, une usine ou quoi que ce soit. Donc ce sont des projets qui ne créent pas forcément beaucoup de valeur, mais qui limitent des risques liés aux aléas climatiques. Donc est-ce que ce sont des choses que vous financez à la banque, au crédit coopératif, par exemple ?
Pour le coup, c'est beaucoup plus simple pour la banque parce qu'on est sur une activité qui est existante, avec voilà, une activité commerciale, des revenus, des charges et des actifs, etc. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour la banque de prêter. Parce que voilà, on peut s'appuyer sur un business plan, savoir combien il peut emprunter, comment il peut rembourser, sur quelle durée et les garanties qu'il peut mettre en face éventuellement. Et on est en plein dedans sur ces sujets-là. Pour le coup, la plupart de nos clients, parce qu'on accompagne à la fois des entreprises, des industries, plutôt taille TPE, PME, profil entreprise du tertiaire, du commerce, de l'industrie et aussi tout le tissu associatif. Donc du coup, on est vraiment sur ce type de structure qui n'a pas les compétences en interne pour mener ses projets, donc du coup, qui doit aller chercher des financements, notamment pour les accompagner, mais pas seulement. Donc ça, pour le coup, on a développé toute une gamme de produits de prêt. L'idée, c'est de faire... c'est de ne pas se restreindre. Si le projet a besoin d'être financé sur un temps long, il sera financé sur un temps long. Si le retour sur investissement pour le client est sur un temps long, on finance sur un temps long. Là où je te rejoins pas forcément, c'est que c'est pas créateur de valeur. Si assez rapidement on s'aperçoit que ces projets-là, quand on commence à parler de performance énergétique, d'efficacité, etc., que ce soit sur des économies d'énergie, très rapidement ça devient des économies financières, donc le client s'y retrouve, et du coup il a plus de capacité à rembourser la banque, ou alors ça lui permet de trouver de nouveaux marchés. Si on prend l'exemple d'il n'y a pas si longtemps, c'est une entreprise de production de peinture, industrie assez classique, qui avait développé une ligne de produits biosourcés, justement pour répondre à un marché, ce qui lui a permis d'aller vendre ce type de produit et qui a plutôt bien marché. Et ben, écoutez, la phase étude R&D qui a coûté quelques dizaines de milliers d'euros, j'ai plus les chiffres en tête, on l'a financé sur un délai relativement court. Et l'acquisition de la machine-outil, etc. Donc là, on était sur un ton supérieur à 10 ans. Mais pour le coup, avec les nouveaux marchés qu'elle a trouvés et en allant chercher du nouveau matériel et en profitant aussi pour faire de l'efficacité énergétique sur son site, du coup, entre les économies qu'elle a réalisées, les nouveaux marchés qu'elle a eus, au final, son compte de résultat et son bilan, ils ont changé. Et en fait, on s'est retrouvé avec un client en meilleure santé, enfin, tout simplement, à terme. Donc c'est tout bénéfice, et pour le client qui, lui, pour le coup, a mis en place des projets de résilience, et pour la banque qui a un client qui, même sur une vision purement comptable et financière, s'est amélioré. Et en plus, pour le coup, il a mis en place des projets de résilience et d'efficacité énergétique, donc c'est tout gagnant. Voilà. Et là où justement on s'est aperçu, c'est qu'on a mis en place ces offres ces dernières années. Au-delà de ça, les clients, je disais, on a des profils PME, PMI, enfin voilà, des boîtes qui n'ont pas forcément les compétences en interne. Rapidement, on a vu qu'ils avaient besoin d'accompagnement technique aussi. C'est que du coup, quand vous voulez faire un projet même de relamping, de mettre en place une centrale photovoltaïque ou de changer de carburant pour votre mode de combustion dans une industrie par exemple, ou de changer de véhicule, etc., ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc il faut aller chercher de la compétence. Donc c'est aussi pour ça qu'on a développé des partenariats pour apporter cette compétence avec des structures sérieuses à nos clients. C'est qu'il y a beaucoup, ils nous ont dit je veux bien faire, mais je ne sais pas quoi faire. Donc du coup, ça leur permet, via un audit, ils vont fixer des projets, prioriser les projets, les chiffrer, et après, du coup, nous, on est là pour les financer a posteriori, mais il y a déjà toute cette phase intellectuelle qui prend du temps et qui est la première étape pour tout porteur de projet. Enfin, en tout cas, gérant d'entreprise ou d'asso. Merci. Peut-être Virginie, tu veux compléter ? Oui, alors nous, effectivement, on intervient beaucoup sur ce type de projet. Je pourrais peut-être citer un exemple de projet qu'on a financé que je trouve intéressant et impactant. Donc, on a financé Ferme en Vie, c'est une foncière agricole, citoyenne et agroécologique. Elle a pour but de financer la transmission de fermes à des exploitants engagés dans une démarche de transition agroécologique et sociale. Donc c'est un financement innovant qui est quand même risqué. Et donc on a investi 500 000 € au capital aux côtés de Crédit Mutuel pour accélérer sa transformation. Donc on est sur une petite structure. Et je pourrais aussi vous citer CDC Croissance, qui finance donc plutôt des PME ETI cotées, mais qui a une SICAV qui permet en fait de passer du non-coté au coté, de sécuriser en fait cette société. Donc ça, c'est aussi intéressant. Bien sûr.
chez Demeter, donc, on a aussi, je l'ai dit, la partie private equity, donc société rentable. Et là, on a aussi financé ce type de projet ou de sociétés qui viennent d'industries plus traditionnelles et qui souhaitent évoluer ou développer des activités plus en lien avec la transition écologique énergétique. Et on a donc deux fonds de private equity, et notamment un fonds avec un exemple que je peux citer, qui s'appelle Novae, qui est une société en fait dans le domaine qui a développé tout un savoir-faire, une expertise, conseil et technique autour de l'aéro et du spatial, et qui souhaitait faire évoluer sa stratégie autour de l'énergie et de la mobilité. Et en fait, on les a accompagnés avec le fonds, un des fonds qu'on a sous gestion, qui s'appelle le Fonds européen des matériaux, sur cette transition pour développer en fait leur stratégie autour des secteurs de l'énergie et de la mobilité. Vous avez des questions sur cette partie? Financement de la résilience, de l'adaptation? Non? Oui. Est-ce que ça fonctionne aussi dans le cadre d'une reprise d'entreprise, en fait? Pardon, donc je reprends. Ouais, est-ce que vous financez aussi la reprise d'entreprise? Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise qui a été fondée, voilà, c'est la gérante actuelle, et elle arrive en fait à la retraite bientôt, il faut. Donc ouais, dans le cadre d'une reprise d'entreprise, avec plutôt, aujourd'hui, c'est plutôt orienté sur le financement européen par rapport à des projets de R&D. Et enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi j'ai un projet de reprise et un peu de réorientation plutôt côté business que moi je maîtrise, c'est-à-dire application client, et plutôt développé sur le commercial en fait, simplement, quoi. Mais si la société elle est déjà rentable, c'est une société avec une certaine courbe de croissance, enfin, c'est envisageable. On ne l'a pas beaucoup fait, à ma connaissance, sur la partie private equity, mais c'est tout à fait quelque chose qu'on peut regarder. Sur la partie bancaire, oui, c'est assez fréquent pour le coup, de financer des reprises de transmission d'entreprises. Question suivante. Là, on est en train de parler de résilience, on est en train de parler de projets d'innovation durable. Donc, comme tu disais, Anthony, que des choses qui, dans l'absolu, créent de la valeur à terme, en tout cas. Est-ce que vous valorisez, d'une certaine façon, ces critères extra-financiers dans l'analyse financière que vous faites des dossiers? Est-ce que vous considérez que, comme ils sont plus résilients, ils doivent être financés de manière bonifiée, par exemple, à des taux d'intérêt privilégiés ou autres, peu importe, à vous de me dire, ou pas? Et pourquoi? Est-ce que je considère que ça doit l'être? Oui. Est-ce que c'est fait dans les faits? Oui. Parce qu'en fait, financer ce type de projet, ça permet notamment aux banques d'accéder à des ressources bonifiées, donc ils peuvent se refinancer à moins cher pour prêter à moins cher. Voilà. On a mis en place également, par exemple, des ressources, un compte à terme en l'occurrence, qui rapporte moins aux clients, mais qui nous permet en face de mettre des prêts qu'on fait payer moins cher aux clients. À côté de ça, du coup, oui, il y a l'amélioration du risque client, ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il aille capter des nouveaux marchés et que du coup, sa situation s'améliore à terme, que ce soit sur des économies financières, etc. Donc du coup, oui, ça permet d'avoir des projets qui sont plus faciles à financer, en tout cas. Et enfin, c'est aussi une évolution des choses dans le monde réglementaire pour les banques également. Il y a des travaux en cours de la Fédération bancaire française, Banque de France, etc. Enfin, quand vous êtes une banque, de façon assez simple, hein, vous avez un client qui vous demande un financement, vous regardez sa note en termes de risque. En fonction de ça, vous faites un taux plus ou moins élevé. Voilà, je schématise vraiment, mais c'est un peu comme ça. Du coup, jusqu'à présent, la note dépendait de critères financiers. Simplement, on regardait les comptes, c'est en bonne santé, la note est bonne, il y a un taux faible, donc ça lui coûte pas cher. La note est mauvaise, ça lui coûte plus cher, ou on fait pas. Ce que fait la Fédération bancaire française et la Banque de France, c'est d'adapter cette note purement financière en y intégrant des critères extra-financiers.
C'est-à-dire que si vous avez une entreprise, par exemple, ou une association, toujours pareil, qui a une note de 8 sur des critères purement financiers, sa note peut être un peu améliorée ou à l'inverse un peu dégradée par rapport à sa résilience, au projet qu'elle a mis en place. Et là, je suis vraiment sur des critères à la fois environnementaux, sociaux et gouvernance. Donc vraiment sur des critères ESG tout compris. Et en fonction de ce qu'elle a mis en place, eh ben, elle pourra avoir sa note améliorée ou dégradée. Donc ça, espérons, ça arrive dans quelques années. Et du coup, ce qui permet que deux entreprises similaires en termes financiers pourront avoir un accès à un crédit plus cher ou moins cher en fonction de ce qu'elles ont mis en place. Ça, c'est en train de voir le jour. Il y a des réglementations. Ce sera aligné avec notamment tout ce qui passe sur la taxonomie européenne, sur les CSRD notamment, dont on a parlé un petit peu ce matin. Donc l'idée, c'est qu'on soit en capacité de dire, ben voilà, cette entreprise est plus résiliente ou elle fait plus d'efforts. Elle est plus alignée avec la taxonomie européenne qui va vous dire, eh ben, écoutez, en termes de préservation de ressources, en termes d'adaptation au changement climatique, celle-là est meilleure que la B, la A elle est meilleure que la B, donc la A aura accès à un crédit moins cher que la B parce que la note sera meilleure, y compris pour les banques. Voilà. Donc ça va vraiment rentrer dans le dur, au-delà de, on va dire, de ce que peut proposer chaque banque en termes de taux bonifiés. Là, ce sera vraiment pour tous les acteurs économiques. Alors, je peux peut-être citer l'exemple de BPI, qui a un plan climat c'est lié aussi au plan de relance, donc d'accélérer la transition des entreprises. Et donc pour cela, BPI a des prêts avec ou sans garantie pour financer les plans de transition des entreprises, la rénovation des bâtiments, l'acquisition des équipements verts par exemple, une garantie verte pour encourager le financement privé, une subvention verte pour équilibrer les plans de financement des actions. Donc voilà, plus dans le groupe, c'est plus BPI pour le coup. Par exemple, on a une activité ou un client avec un projet un peu risqué ou une activité un peu plus risquée, une banque ou le crédit coopératif pourra faire appel à la garantie verte justement, qui va lui permettre de réduire son risque et d'accompagner le client pour le coup. Une question ? Pour Anthony, merci. Vous avez parlé du crédit coopératif sur les comptes à terme qui sont moins rémunérés et qui, voilà, donc l'ajustement des prêts au profil pas que financier. Est-ce que vous savez si les autres banques commerciales, Société Générale, BNP, etc., le pratiquent ou que les banques, je ne sais pas si vous êtes une société à mission, mais en tout cas que les banques à mission. Les entreprises à mission, effectivement. Mais à côté de ça, oui, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, la plupart des banques proposent ce genre de, on va dire, de produits un peu plus attractifs, notamment sur la partie financement. Là où on arrive à faire un lien, et c'est un peu notre spécificité au crédit coopératif, pour le coup, c'est qu'on a vraiment un circuit de l'argent. C'est ce qu'on en a, on a vraiment une traçabilité, c'est-à-dire vous mettez tant chez nous, voilà à quoi ça sert à financer. Et ça, on est capacité de vous le dire dans les grandes masses, hein, bien entendu, mais on a 100 € de dépôt, on est en capacité de vous dire grosso modo vers quel type d'entreprise ça va, quel type d'association et quel type de projet ça va financer. On ne peut pas le faire flécher, parce que de toute façon, il y a le secret bancaire, on ne peut pas dire donnez-moi 100 €, je vais le prêter à monsieur ou à madame. Mais en tout cas, on est en capacité de dire ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on est en capacité de dire aussi telle ressource, ce compte à terme par exemple, va financer des projets de rénovation énergétique ou des ENR, etc. Là, effectivement, je sais que dans d'autres, parce qu'en fait les ressources que je mentionnais tout à l'heure pour les banques qui leur permettent de prêter moins cher, elles sont disponibles pour toutes les banques. Et je crois que la plupart aujourd'hui vont les chercher. Voilà, quelles qu'elles soient. Oui, merci. J'ai une question sur l'intégration des données extra-financières, donc calées sur les ratios ESG, les ESRS. Mais alors j'ai deux questions. C'est quel est le poids, la pondération de l'extra-financier par rapport au financier? Est-ce que c'est 2% ou la moitié de la décision? Et puis surtout, comment vous vérifiez ces données au-delà du storytelling du porteur de projet? Qu'est-ce qui fait que la donnée, elle est objective? Je vais vous répondre par l'exemple. Jusqu'à présent, les banques répondaient, jusqu'à il y a quelques années, les rapports extra-financiers qu'elles faisaient, c'était
pas normé, en gros chacun faisait le sien. Après il y a eu la déclaration de performance extra-financière, donc là ça a commencé à être normé, c'était une loi française. Et ce qui est arrivé avec la CSRD qui est en vigueur depuis le 1er janvier, c'est qu'on a normalisé tout ce qui se passe en Europe, et maintenant non seulement c'est certifié par un tiers, et c'est audité. Enfin c'est audité et c'est certifié. Alors, La donnée, de toute façon, l'organisme qui va certifier, l'expert comptable, etc., il va faire comme il fait sur le comptable, c'est-à-dire il regarde une facture, ok, je dois retrouver l'écriture comptable. Ouais, je pense que je peux peut-être répondre à ça, parce que c'est vraiment sur les sujets sur lesquels on travaille. Il y a depuis, on va dire, 2 ans, une amélioration, je dirais même exponentielle, de la qualité des données ESG. Je l'ai vu, parce que je suis une ancienne auditrice, donc j'ai vraiment vu l'amélioration. Il y a du progrès, hein, c'est indéniable. On n'est pas encore au niveau du financier, sur l'extra-financier. Néanmoins, les processus se mettent en place. Les contrôles de niveau 1, de niveau 2 se mettent en place. On a un besoin énorme de data, de logiciels, de traçabilité, mais c'est en train de se mettre en place. Et moi, je vois aussi l'ACPR qui nous audite de plus en plus sur ces données et qui vont de plus en plus fouiller la donnée. Donc effectivement, il y a 5 ans, j'aurais pas pu vous dire la même chose. Mais voilà, c'est en cours. Et donc il y a eu l'article 29 de la loi énergie-climat qui a beaucoup contribué aussi à cette qualité de la donnée. Et maintenant, avec la CSRD, on a une obligation d'avoir un audit de la même qualité que les données financières d'ici 2028. Donc il y a un processus qui est en train de se mettre en place. Et sur la la pondération, quelle était la deuxième pour le coup, c'est difficile, je veux dire, on ne donne pas une note RSE plus une note financière et après on fait une moyenne. C'est chaque projet pour le coup, la plupart des projets qui nous sont présentés par nos clients et les activités de nos clients, quand on est banque de l'ESS et environnement, pour le coup, oui, effectivement, ça joue beaucoup dans notre process de décision. Voilà un peu quel modèle défendu. Mais quand vous avez un acteur en insertion, qui fait de l'insertion, qui vient vous présenter une demande de financement, pour le coup, elle est assez évidente. On ne va pas le noter. Est-ce qu'il est plus social que du médico-social? Ça, c'est absolument impossible. Donc, on n'a pas un critère de notation quand on prend une décision à ce niveau-là. Mais là où ça jouera, et c'est pour ça que je trouve que c'est tant mieux, c'est quand ça jouera sur la note. Par le coup, parce que ça, c'est un élément important. Comment est qualifié le risque de ce client selon la Banque de France? Quand ça jouera sur cette note-là, là, oui, ça sera d'autant plus important pour nous. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que je dois vous libérer, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Merci beaucoup à tous. Merci à nos intervenants. Merci. Bonne journée. Merci.